Je voudrais, mesdames et messieurs, d'abord vous remercier de votre patience, de rester aussi nombreuses et nombreux pour nous accompagner à ce moment très fort qui est le Keynote. Et nous avons trois experts avec nous. Je vais plus tard donc énumérer leur bio express. Nous avons avec nous François Marchal. Nous avons aussi Émile Détry et Rachid Diazami, donc qui se passe de tout commentaire, de toute présentation. Et nous allons démarrer avec François Marchal, qui est un expert de renom en stratégie financière. Il est actuellement directeur général de la Société Générale Maroc et GMB. Il est diplômé HEC Paris et également titulaire d'un DESS en fiscalité internationale à l'université Panthéon 2, Panthéon Assas plutôt, donc je me suis renseigné un petit peu sur vous. Je n'en dirai pas plus et vous allez intervenir sur un sujet aussi important que d'actualité, à savoir les données macroéconomiques au niveau international qui sont caractérisées par ce que nous connaissons, l'invisibilité, l'imprévisibilité, les problématiques géopolitiques, géoéconomiques et vous m'avez parlé d'une dynamique propre au Maroc dans ce contexte global. À vous la parole. Bien sûr, bien sûr. Non. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les participants, je suis très content et très heureux d'être ici et je vous remercie pour l'invitation. Je vais essayer de rendre un sujet un peu ardu et parfois un peu pénible avec beaucoup de chiffres à peu près comestibles, avec un message particulier qui correspond parfaitement à la problématique et à la thématique du jour. Quand on parle d'industrie chimique, on parle de tout, c'est-à-dire qu'on parle de ce qu'on touche, on parle de ce qu'on mange, on parle des soins, on parle de l'énergie, donc c'est quelque chose de très important. Et dans la partie industrielle, il y a toute la partie macroéconomique qui compte fortement pour donner les perspectives de développement. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est dans un environnement global très compliqué, avec peu de visibilité, beaucoup de changements d'orientation, de décisions et de choses où on avait un cadre qui prévalait, qui avait l'air d'être relativement stable. Il pouvait y avoir quelques cycles positifs ou négatifs, mais on n'anticipait pas que tout pouvait être cassé du jour au lendemain, alors qu'aujourd'hui c'est le cas. Et l'avantage qu'on a ici au Maroc, c'est que le pays bénéficie d'une dynamique propre, avec des moteurs internes qui sont relativement épargnés par les différents soubresauts de l'économie mondiale et qui permettent de conserver une perspective, une planification et une vision dans la durée qui est la caractéristique de la stabilité au Maroc. Si je prends les différents éléments, je pense qu'un des grands facteurs qu'on a subi sur la période récente, c'est l'inflation. Dans la chimie qui utilise beaucoup d'énergie, on a beaucoup subi ces éléments-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une normalisation de cette inflation, avec aujourd'hui des anticipations qui se tournent autour de 2-2,5% sur la période à venir. Et ce qui permet, quand on génère des investissements et qu'on planifie ses marges, d'avoir un peu de sérénité dans la façon dont on peut utiliser son investissement. Le deuxième volet, c'est la dynamique d'activité. On a la chance au Maroc d'être dans une dynamique intrinsèque propre avec deux volets. Un volet que vous connaissez bien qui est un volet agricole. Et l'agriculture, c'est la pluie. Comme on dit au Maroc, gouverner, c'est pleuvoir. On a eu de la chance cette année. Donc on va avoir une valeur ajoutée agricole qui va se renforcer significativement. Et en général, ça se matérialise par 1 point de croissance en plus du PIB sur une année quand on a une bonne année agricole. Par ailleurs, on a une dynamique des activités non agricoles qui est traditionnellement plus forte, c'est-à-dire qu'on a, on le verra après, des taux de croissance qui sont autour de 3%, tout compris. Quand on est sur le non agricole, on est plutôt au-delà, vers 4%, et donc quand on a une bonne année agricole, on tangente ces 4% de croissance. L'autre volet important, c'est la dynamique des échanges extérieurs. Je pense que le président de la CGEM l'a évoqué. L'objectif au Maroc, c'est de créer une économie forte qui exporte et qui permette de soutenir la devise dans un contexte de flexibilisation qui est déjà engagé et de convertibilité qui est l'horizon. Pour ça, on a besoin d'une bonne dynamique des échanges extérieurs et aujourd'hui, on a des exportations qui se diversifient et qui se renforcent. Et donc ça, c'est l'autre élément très important, c'est dans lequel l'industrie de la chimie a tout son rôle à jouer. Il y a encore beaucoup d'importations, il y a une capacité à transformer, à localiser la production et potentiellement à devenir des moteurs d'exportation sur certains sujets.
L'autre point sur lequel je voulais insister, c'est le marché du travail, qui est probablement le point le plus compliqué de l'économie marocaine et sur lequel, quand on a des industries performantes, ça fait partie des solutions qu'on doit pouvoir apporter à la dynamique du pays, avec aujourd'hui on va dire des zones, des bassins d'emploi qui sont très dynamiques, mais cette dynamique n'est malheureusement pas équitablement répartie sur l'ensemble du royaume, et il faut pouvoir travailler à intégrer un certain nombre de régions dans la dynamique globale. Bon, les deux derniers points sur lesquels je voulais insister, c'est la partie liquidité. On est forcément toujours à la recherche d'argent pour les investissements colossaux qui est en train d'engager le Maroc. La bonne nouvelle, c'est qu'on a un trésor qui est assez confortable, qui à fin avril avait déjà rempli plus de 50% de ses besoins annoncés sur l'année 2025, ce qui permet d'avoir une flexibilité sur la partie taux d'intérêt et de ne pas avoir les coûts s'envoler sur une dette qui va nécessairement augmenter. En parallèle de ça, on a des mesures de soutien à l'économie. Donc sur la Banque centrale a mis en place un nouveau programme de soutien sur l'activité des PME et TPE, qui permet aux banques en fait d'utiliser les prêts qu'ils font à ces acteurs économiques pour lever de la liquidité auprès de la Banque centrale. Traditionnellement, c'est plutôt les bons du Trésor du gouvernement qui nous permettent d'accéder à la liquidité à la Banque centrale. Maintenant, on peut utiliser les prêts qu'on fait à l'économie sur les PME comme levier, ce qui est assez utile. La réduction du taux directeur que vous avez vu au mois de mars, qui place le taux directeur à 2,25%. Et puis un certain nombre d'autres éléments qui ont leur importance dans le secteur de la chimie, c'est-à-dire tout l'écosystème autour de la réglementation climatique qui aboutit. La Banque centrale a émis 2 directives auxquelles le secteur bancaire va devoir se soumettre et qui correspondent parfaitement à la volonté de décarbonation de l'industrie de la chimie. Bon, très rapidement, et sans vouloir trop rentrer dans les chiffres, on a connu tous la partie Covid, rebond et puis inflation sur la croissance. Ce que je pense qui est intéressant au Maroc, c'est de voir qu'on est un peu dans une ligue intermédiaire entre on va dire les champions de la croissance que sont l'Inde et la Chine, et puis les grandes puissances industrialisées qui, elles, sont plus en retrait. Et le Maroc, en fait, est dans une situation intermédiaire de croissance entre ces deux pôles. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on arrive à pousser, à incentiver l'investissement pour essayer de rejoindre ces moteurs et ces champions de croissance internationale. Comme je le disais, on est aujourd'hui sur le T1 à une tendance de croissance à 3,9% en rythme annualisé. Donc on approche les 4%, ce qui est significativement mieux que la croissance de l'économie mondiale moyenne, qui en plus est elle-même revue à la baisse. Et on a une anticipation pour le deuxième trimestre qui est aussi positive, proche de 4%. Avec un redressement de l'agriculture. Et puis surtout, ces deux moteurs que j'évoquais, qui sont propres, la valeur ajoutée non agricole, qui sur ces 3,9% a fait 4,1%, donc on surperforme hors agriculture. Et puis le deuxième élément important qui est aussi lié à la stabilisation de l'inflation, c'est la robustesse de la demande intérieure. On a aujourd'hui une consommation qui est résiliente, avec une dynamique de 4,2%, qui, encore une fois, permet d'avoir cette croissance intrinsèque et relativement autonome des soubresauts qu'on peut avoir sur les marchés internationaux. Parallèlement à ça, on a aujourd'hui un contexte, donc l'inflation, j'en ai parlé, qui est maîtrisée, et cette maîtrise de l'inflation ne s'est pas faite comme ça a pu être le cas dans certains de pays comparables à nous. Ça s'est pas fait avec des taux d'intérêt très élevés. Et quand vous regardez le tableau en bas à droite, je ne sais pas s'il est lisible, mais on est aujourd'hui, à part la zone euro, on est le pays qui a le taux directeur le plus bas sur la planète, et on va dire le resserrement monétaire qu'on a connu suite à la crise ukrainienne a été relativement modéré. On a augmenté le taux directeur jusqu'à 3%. Par rapport à la situation qui prévalait après, c'était plus 150 points de base. Certes, c'est un doublement, mais à la fin, quand on compare à des pays émergents comme la Turquie, comme l'Égypte ou autres, on est dans une situation financière beaucoup plus favorable et beaucoup plus stable. Tout ça se traduit, et je suis obligé en tant que banquier de vous parler un peu du financement de l'économie, par une accélération de la distribution du crédit qui, comme on le voit de façon générale en macroéconomie, est strictement indexée sur la croissance du PIB. C'est-à-dire qu'on a un PIB qui croît de l'ordre de 4%, on a aujourd'hui une croissance du crédit qui croît de 4%.
Dans les économies, on va dire, les plus en surchauffe, on va jusqu'à un ratio de 2 fois le PIB. C'est-à-dire que, en gros, le maximum de croissance de crédit qu'on peut espérer, c'est de faire 2 fois le PIB quand on est vraiment dans une phase de fort investissement. Quand on est dans une phase de croissance normalisée, on est indexé sur le PIB. Si on est en dessous du PIB, c'est qu'il y a un problème d'accès au financement. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate au Maroc, c'est qu'il n'y a pas de problème d'accès au financement, mais il n'y a pas une suraccélération du financement. Or, vu tous les investissements qui sont planifiés, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une croissance du crédit un peu plus soutenue. Sur les taux débiteurs aussi, c'était juste pour vous marquer, alors c'est des moyennes publiées par la Banque centrale, c'était pour marquer que le coût de financement, quand on regarde par rapport à un certain nombre d'autres pays, reste compétitif au Maroc. Et donc on a aujourd'hui un environnement de taux d'intérêt qui permet de bénéficier de la stabilité économique et politique. Et je pense que c'est important, notamment pour les investisseurs internationaux, de savoir qu'ils trouveront du financement en monnaie locale avec 2 choses. Une monnaie stable, c'est-à-dire que quand on met un investissement en devise au Maroc, il ne se déprécie pas du fait de la monnaie. Le dirham est extrêmement stable, voire a une tendance à s'apprécier. Et la deuxième chose, c'est qu'on a un accès et des coûts de financement qui sont compétitifs. Ensuite, le point que je voulais aborder, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir quand on voit toutes les annonces d'investissement, notamment publics, et de dépenses qu'on va avoir à la fois dans les infrastructures, on va dire, fondamentales de transport, que sont les ports, le rail, les routes, mais aussi toute la dynamique autour de la Coupe du Monde, qui demande beaucoup d'investissements portés par l'État. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on a une dynamique d'investissement qui n'est pas que publique. On a de la chance d'avoir des rentrées de devises très fortes grâce au tourisme, grâce à la diaspora, grâce aux exportations dont j'ai parlé, sachant qu'on n'est plus dépendant que des phosphates. L'OCP reste un acteur fondamental dans les entrées de devises du royaume, mais on a d'autres secteurs qui prennent un peu le relais sur l'automobile, sur l'aéronautique, sur tout ce qui est services et ingénierie. On a énormément de centres d'excellence en termes d'ingénieurs et d'ingénierie qui se situent au Maroc. On peut prendre des exemples de centres de cybersécurité, de grands cabinets d'audit qui sont installés. Et donc, on a aujourd'hui cette dynamique d'investissement. Néanmoins, cette dynamique d'investissement, elle se traduit aussi par des importations de biens intermédiaires qui sont nécessaires pour créer les capacités de production et qui fait qu'on a une balance commerciale qui continue d'être assez challengée et d'où l'importance de la substitution aux importations. Et puis, on va parler un peu de l'État. L'État marocain a réussi l'année dernière un vrai saut quantitatif dans la capacité à collecter des recettes, et ce qui est un accompagnement fondamental pour assurer une confiance dans la vague d'investissement qu'on va connaître sur les 5 prochaines années. Et donc cette capacité à augmenter les recettes et à maîtriser le déficit budgétaire et la dette publique, alors même qu'on est dans cette phase très forte d'investissement, avec des choses très structurantes, les dépenses de l'assurance santé sont des choses qui sont en train de redessiner un peu le tissu économique et de faire émerger des nouveaux secteurs autour de la santé qui ont un impact sur la chimie, bien sûr. Et on reste sur un déficit budgétaire qui, comme on le voit sur le graphe à droite, là, a souffert pendant Covid. Donc on voit 2021-2022, on avait un déficit relativement important. Et puis on est sur des chiffres qui progressivement vont se réduire. Et une dette qui reste extrêmement stable et où on a la chance qu'elle soit essentiellement en dirham. Et donc moins soumise aux aléas des taux internationaux. Et on constate aussi que par rapport à son rating, le Maroc bénéficie de taux de financement quand il émet à l'international, que ce soit le gouvernement marocain lui-même ou des acteurs comme l'OCP. Quand ils émettent, ils bénéficient de taux qui sont plutôt comparables à des émetteurs qu'on appelle investment grade, donc qui sont mieux notés que le Maroc. Donc la perception du marché international de la signature Maroc est extrêmement positive. Parmi le continent africain, je voulais juste faire un petit focus très rapide pour démontrer que le Maroc a une position très particulière, puisque c'est l'un des seuls pays où ce qu'on exporte est essentiellement de la matière transformée et pas de la matière première. Et donc, quand on voit l'essentiel du continent africain, il est toujours mis en avant pour ses matières premières. Au Maroc, les gros
éléments et des gros drivers d'exportation sont des produits transformés. Et je pense que cette capacité du Maroc à s'intégrer dans les chaînes de valeur internationales et à essayer de les remonter, si je puis m'exprimer ainsi, est une des caractéristiques qui permet aussi de donner de la visibilité au développement. C'est-à-dire que les plateformes qui sont intégrées dans les cycles de production des acteurs internationaux sont des choses qui ne sont pas substituables du jour au lendemain. Quand on achète une matière première, on peut changer de fournisseur du jour au lendemain. Quand on a un écosystème intégré avec de la compétence, de la capacité et une fluidité avec les donneurs d'ordre, c'est des choses qui sont plus pérennes et qui permettent de construire dans la durée. Quelques éléments quand même sur la guerre commerciale. Je disais, il y a une dynamique propre au Maroc. Ce qui est intéressant, c'est que on a un risque, bien sûr, qui existe, puisque le Maroc est un pays ouvert, qui a des exportations. Mais les exportations vers les États-Unis, c'est que 4,2% du total des exportations marocaines. Et donc, la sensibilité ou la dépendance à ce marché-là est plus réduite que pour d'autres acteurs. On a le risque d'avoir d'autres fournisseurs qui n'ont plus accès au marché américain, qui déversent leurs produits à moins cher sur le marché marocain. Ça, c'est un risque qui existe, qui est une opportunité pour certains importateurs, mais qui reste un challenge pour des producteurs nationaux. Et puis, on a probablement des surcoûts qui vont arriver quand les droits de douane seront intégrés dans les prix. Il peut y avoir certains produits qui vont se renchérir et avoir un impact sur les marges. Mais sinon, globalement, on a plutôt quelque chose de positif avec un repli des coûts de l'énergie. Il faut savoir que c'est quand même notre première facture d'importation et que cette facture est significativement réduite cette année, donc c'est plutôt très intéressant. Le Maroc a aussi la chance d'être, j'allais dire, multipartenaire, c'est-à-dire que sa capacité à mobiliser des investissements ou à négocier des contrats et des marchés avec l'ensemble des acteurs économiques, les États-Unis, l'Europe, la Chine, l'Inde, l'Afrique, permettent d'avoir cette diversification et de s'adapter, d'être agile par rapport à la conjoncture. La hausse de la consommation locale, on a, j'ai envie de dire, une vraie prise de conscience sur l'importance du Made in Morocco. Je pense qu'il y a eu des campagnes de communication là-dessus et on a cette sensibilité du consommateur qui commence à arriver. On ne considère plus qu'un produit importé est nécessairement de meilleure qualité qu'un produit marocain et ça, c'est un vrai changement quasiment culturel du consommateur. Et puis, on a ce qu'on appelle la stratégie de friendshoring, c'est-à-dire de dire, voilà, le Maroc a des accords de libre-échange, a une politique positive vis-à-vis de ses partenaires, et donc et une stabilité politique qui fait que pour un investisseur international, c'est une destination, j'ai envie de dire, facile à décider quand on veut s'installer. Et l'image vis-à-vis des investisseurs que nous, on voit en tant que banquier qui arrivent est excellente. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est justement tous ces projets d'investissement dont on a beaucoup parlé. Alors il y en a certains qui seront évoqués de façon beaucoup plus spécifique par les intervenants après, mais on a aujourd'hui une vague d'investissements sans précédent qui sont drivés par la transition énergétique. On a beaucoup parlé d'hydrogène vert. Il y a aujourd'hui 7-8 projets qui ont été validés par Mazen sur de l'ammoniac vert. Et au Maroc, on a la chance d'avoir le premier off-taker d'ammoniac du monde qui a décidé de devenir carbone neutral. Et donc, ça permet de driver une demande immédiatement, on va dire, solvable. On a aussi des acteurs qui se lancent dans les carburants verts, dans le méthanol issu de l'hydrogène vert, et d'autres acteurs qui se lancent dans le DRI, donc qui est un intrant fondamental pour tout ce qui est la métallurgie. Ça, c'est des applications directes de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert étant lui-même soutenu par la capacité incroyable d'énergie renouvelable. Si on prend l'ensemble des projets d'hydrogène vert, c'est à peu près 30 milliards de dollars d'investissement. C'est 30 000 hectares de foncier qui ont été alloués à ces sujets-là. Et le projet OCP intrinsèque en est aussi un des facteurs. L'écosystème des batteries qui va être abordé, c'est aussi quelque chose de très important puisqu'on a des investissements déjà de l'ordre de 1,5 milliard à 2 milliards d'euros qui ont été annoncés et qui sont en train d'être déployés dans le pays, avec quelque chose d'important qui est la capacité de s'intégrer avec les matières premières. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas juste une plateforme pour mettre un tampon Made in Morocco dessus,
mais les minerais sont présents au Maroc et peuvent apporter avec des partenaires technologiques la capacité à avoir un local content, un vrai local content important et qui est nécessaire pour pouvoir convaincre de l'éligibilité du produit fini aux accords de libre-échange que le Maroc a la chance d'avoir avec l'Union européenne et avec les États-Unis. Et j'ajoute quelques derniers points. C'est qu'au-delà de cette vague d'investissement, il y a un socle d'infrastructures extrêmement performant qui existe. On a la chance d'avoir l'OCP. La chance d'avoir l'OCP, c'est qu'il y a le complexe chimique de Georges Flasfar. Il y a les ports, il y a un certain nombre d'acteurs du secteur qui sont déjà présents. Et donc cet écosystème a déjà des fondations solides pour continuer à se développer et à intégrer de plus en plus de production locale pour bénéficier à la fois des matières premières et de l'énergie renouvelable qui sont disponibles en grand nombre. Donc je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. Merci beaucoup. Mais Merci voilà, beaucoup, François. la conclusion qu'il faut retenir de ça, c'est qu'on a la chance au Maroc d'avoir une dynamique propre tirée par le cycle, on va dire, énergie renouvelable, hydrogène vert, batterie, bien sûr, mais aussi consommation locale, qui est assez dynamique, et capacité à accéder à l'ensemble des marchés mondiaux. Merci beaucoup, François. Nous a semblé intéressant d'avoir cette photo sur l'actualité mondiale. J'avais bien noté que, de par votre expression, que la chimie est partout. Effectivement, elle est prépondérante et ça m'a rappelé une expression d'un philosophe qui disait que la chimie est une cuisine, sauf qu'il faut éviter de lécher la cuillère. Parce que ça, c'est vrai. Donc, vous avez parlé de la capacité de résilience du Maroc dans ce qu'on appelle ce climat météorologique qui est flou, qui est incertain, et de cette dynamique qui est multidimensionnelle au niveau de l'agriculture, de l'industrie et surtout de l'export, parce que le Maroc est dans une logique de substitution au niveau des importations, le financement qui est aussi important, et aussi la compétitivité, la stabilité, parce que c'est vrai que pour un investisseur, il faut une visibilité, il faut aussi assurer cette stabilité. Donc merci de ces éléments qui nous ont semblé nécessaires pour que nous puissions passer à notre débat, à notre sujet, qui est la chimie marocaine sur l'échiquier international. Et je voudrais présenter Émile Detry, qui est un expert en économie et en stratégie industrielle, qui est actuellement directeur associé au cabinet Boston Consulting Group. Je pense que la régie veut marquer votre présence. Allez-y, allez-y. Donc, merci d'être avec nous. Vous cumulez plus de 15 années d'expérience dans le conseil stratégique. Merci d'être avec nous. Je vais juste solliciter de votre part un peu plus d'économie de temps parce que mon ami Rachid s'impatiente parce que certainement quand il prendra la parole, il va falloir l'arrêter, qu'on soit nombreux à le faire. Alors, mesdames et messieurs, s'il n'y avait qu'un seul chiffre à retenir lorsque l'on parle de décarbonation, c'est 70%. 70%, c'est la part des émissions de gaz à effet de serre liées à la combustion des énergies fossiles. Régler le problème climatique, c'est donc avant tout arrêter de brûler des hydrocarbures. Et quand on regarde pas du tout, quand on regarde rien du tout, quand on regarde les choses de manière structurelle, il n'existe en réalité que 5 façons de se passer d'énergie fossile. Le premier levier, c'est de ne pas consommer d'énergie du tout. Alors c'est compliqué. Dans les faits, la croissance économique est très fortement corrélée à la quantité d'énergie en joules. On peut envisager de ralentir la croissance dans les pays développés, mais on ne pourra pas atteindre la neutralité carbone de cette façon. Le deuxième levier, c'est l'efficacité énergétique. Excellente idée. Le problème, c'est que les moteurs à combustion sont aujourd'hui proches de leurs limites physiques et on a atteint déjà un palier dans la plupart des secteurs, en particulier la chimie. Et donc l'efficacité énergétique ne pourra donc pas non plus enclencher une inflexion seule des émissions. Le troisième levier, c'est la substitution des hydrocarbures fossiles par des biofuels. Ceci permet une circularité du carbone, mais leur potentiel de déploiement à grande échelle est limité, car elles entrent en concurrence avec les usages agricoles et donc posent un problème de sécurité alimentaire. Là où ça devient plus intéressant, c'est le quatrième levier, qui consiste à transitionner vers des systèmes énergétiques bas carbone et à changer de mix. Donc on va à la fois électrifier les usages et remplacer des sources fossiles par de l'électricité décarbonée.
Le cinquième levier, c'est transitionner vers des usages à forte intensité calorifique ou mobile, vers des solutions alternatives, notamment à base d'hydrogène vert ou bleu, et combiné ou pas avec du carbone capturé. Donc c'est sur ces deux derniers leviers que le Maroc a quelque chose à jouer. Et il y a 4 cartes pour le Maroc afin de se placer sur l'échiquier de la transition énergétique. Le premier, et M. Marou l'a évoqué tout à l'heure, c'est de devenir une source compétitive et fiable de concentré d'uranium bas carbone pour l'énergie nucléaire. Le second, c'est de devenir fournisseur et transformateur de métaux de la transition énergétique. Le troisième, se positionner comme un hub de la chimie des batteries. Et le quatrième, se placer en tête de file des applications que je nommerai Power to Chemicals. Donc je vous propose d'analyser ces 4 cartes que la chimie marocaine a en main. Commençons par ce sujet uranium. Donc, le Maroc a historiquement des réserves phosphatées à usage majoritairement agricole. Ce que l'on sait parfois moins, c'est que ces mêmes réserves contiennent d'importantes quantités d'uranium. Selon les estimations de l'AIEA, les phosphates marocains représentent près du double des réserves les plus exploitées actuellement, c'est celle de l'Australie. Aujourd'hui, tout cet uranium n'est pas valorisé. C'est une opportunité en centaines de millions de dollars qui pourrait faire du Maroc un fournisseur de premier plan de ce qu'on appelle le yellow cake, qui est la matière première que l'on va utiliser pour produire après le combustible nucléaire. Cela permettrait non seulement de diversifier l'offre mondiale de yellow cake, mais aussi d'accompagner la croissance nucléaire civile dans les années à venir. C'est une énergie, rappelons-le, qui émet 40 fois moins que les gaz à effet de serre, que les combustibles fossiles, et donc, quand on regarde tout ce cycle de vie, c'est particulièrement attractif, autant que l'éolien. Le procédé d'extraction chimique de cet uranium est complexe, et il est aujourd'hui en cours de développement donc dans l'entité qui s'appelle Uranext au sein d'Innovix, et c'est un défi de taille, mais qui représente un levier stratégique qui va permettre au Maroc de jouer un rôle moteur dans la décarbonation des systèmes électriques mondiaux. La deuxième opportunité, c'est la carte suivante. Il s'agit de se positionner en amont des chaînes de valeur, des batteries, des moteurs électriques et des transmissions. Le Maroc peut faire la différence dans l'extraction et la transformation de ces métaux critiques en matière première pour ces industries. C'est un enjeu stratégique de taille, car nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme. L'économie mondiale bascule d'un modèle basé sur le pétrole vers un modèle de croissance fondé sur les métaux, et ces métaux sont critiques. Cette transition est portée par l'électrification des usages, vers la mobilité, mais aussi par la montée en puissance des énergies renouvelables qui introduisent le défi de l'intermittence. Ces défis nécessitent des solutions de stockage et de transport, c'est-à-dire essentiellement des batteries et des câbles. Résultat, la demande pour certains métaux critiques explose. Le graphite, le lithium, les terres rares sont appelés à jouer un rôle central dans cette nouvelle économie, et ça tombe bien, car le Maroc dispose justement de ressources attractives dans plusieurs de ces métaux. Les métaux, c'est bien, mais la complexité ne réside pas tellement dans l'extraction du métal, mais plutôt dans sa valorisation et sa transformation en produits chimiques avancés qui vont permettre de produire les oxydes de terres rares, les sels de cobalt ou de manganèse, les anodes de graphite. Les investissements sur cette étape de processing sont majeurs. Par exemple, la part de la mine dans un projet d'oxyde de terres rares, ce n'est que 20% du total. Le reste, c'est de l'hydrométallurgie, c'est de la chimie de précision. Les technologies de ces procédés ont été délaissées jusqu'il y a peu par les pays occidentaux, qui préfèrent se débarrasser de ces productions qu'elles jugeaient sales. Pourtant, aujourd'hui, la maîtrise est du côté des acteurs chinois, qui en ont fait un avantage compétitif et un levier géostratégique. Dans la même semaine, Tesla annonçait un report de ses objectifs de production par manque de terres rares, et Donald Trump s'évertuait à sécuriser l'accès à des ressources très hypothétiques de l'Ukraine en terres rares. Certains acteurs marocains se sont saisis pleinement de cette opportunité, en particulier Managem, qui, avec le lancement de sa filiale Managreen, noue des partenariats stratégiques avec ses spécialistes asiatiques pour offrir des alternatives de sourcing aux marchés occidentaux. La troisième opportunité, c'est de capitaliser, comme le disait François, sur cet avantage compétitif sur les métaux critiques et pour en faire le socle d'une ambition encore plus large.
Monsieur Yazami rentrera dans plus de détails, mais il y a 5 atouts majeurs qui placent le Maroc sur l'échiquier des batteries. Les 3 premiers sont également ceux qui ont fait le succès du hub automobile. On parle aujourd'hui du premier secteur d'exportation marocain. C'est un succès de cette ampleur que le hub marocain peut réussir. Tout d'abord, les accords de libre-échange, notamment vers les États-Unis et l'Union européenne. Ils permettent d'exporter facilement la production vers les marchés cibles, et cette facilité d'accès est en particulier ce que viennent chercher les producteurs de batteries chinois en essayant de contourner les barrières érigées à leur propre production domestique. Ensuite, le Maroc dispose de bons facteurs de compétitivité coût, une main-d'œuvre qualifiée et compétitive, une logistique notamment portuaire optimisée et aux portes de l'Europe, une production automobile capable de créer des débouchés à l'échelle pour ces batteries. Et enfin, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, le pays dispose d'un accès compétitif à l'énergie verte, qui est un facteur de production prioritaire pour améliorer la qualité environnementale des batteries qui sont produites et donc, in fine, des automobiles. Ces 3 premiers avantages constituent une base solide, mais cela reste potentiellement accessible à d'autres pays. Ce qui rend le positionnement du Maroc unique, ce sont les 2 derniers piliers que je vais discuter tout de suite. On a déjà mentionné la valeur stratégique des métaux critiques, mais il ne faut pas oublier le phosphate. Cette ressource joue un rôle clé dans la production des batteries LFP, qui en consomment des volumes importants sous la forme d'acide phosphorique purifié. La Chine, bien qu'elle détienne des réserves significatives, doit prioriser ses usages agricoles vitaux. Ce contexte fait du Maroc un partenaire stratégique incontournable pour les acteurs chinois qui sont aujourd'hui les champions du LFP. Bon, cette opportunité n'a bien sûr pas échappé au groupe OCP, mais au-delà des ressources, ce qui distingue vraiment le Maroc, et ce sera mon dernier point sur ce sujet, c'est sa capacité à nouer des alliances stratégiques. Le vrai enjeu, c'est la maîtrise de la chimie des batteries, en particulier des précurseurs, des anodes et de la production de cellules. Ce savoir-faire est essentiel. Il est également assez largement aujourd'hui entre les mains des acteurs chinois, encore une fois. C'est notamment là que l'Européen Northvolt a échoué en cherchant à faire cavalier seul. Le taux de rebut était tel que les productions ne pouvaient être compétitives en dépit de milliards d'euros investis. Nous ne devons pas reproduire ce type d'erreur. Le Maroc peut tirer son épingle du jeu en devenant une plateforme neutre, capable d'offrir la performance de la technologie chinoise complétée des compétences locales et l'assurance d'un ancrage indépendant par les clients occidentaux lassés de subventionner des projets peu compétitifs chez eux. C'est dans cette logique qu'aujourd'hui, on voit apparaître les méga-projets de CNGR et Elmada, de Gotion ou de Tinci. C'est la combinaison de ces 5 avantages qui vont permettre au Maroc d'occuper une place singulière dans l'écosystème des batteries. Le dernier coup sur l'échiquier concerne ce que l'on nommera le Power to Chemical, notamment pour les usages à forte intensité calorifique, comme le transport maritime ou l'aviation et l'aciérie. Plus difficile juste à électrifier avec de simples batteries. Ceux-ci donc vont nécessiter des dérivés d'hydrogène seuls ou associés à du carbone capturé. On l'a dit plusieurs fois, mais quand on évalue de manière chiffrée la compétitivité du Maroc sur ce segment, le constat est clair. Le pays fait partie des plus attractifs pour la production d'hydrogène vert, en particulier à destination de l'Europe, quand on voit des pays comme le Chili ou le Brésil qui, eux, sont mal positionnés géographiquement, par exemple. Mais au-delà du coût, le Maroc est l'un des rares pays capables de passer à l'échelle, car elle dispose de suffisamment d'espace, notamment dans le sud. À titre d'exemple, les méga-projets d'ammoniac vert se comptent en centaines de milliers d'hectares. Pourtant, malgré cet avantage, l'industrie du Power to Chemical est aujourd'hui dans une forme d'attentisme. 2 raisons principales à cela. Le premier, c'est un effet ciseau, entre d'un côté la hausse des taux d'intérêt et les coûts d'investissement dans la filière hydrogène, et de l'autre, la baisse du prix du pétrole. Dans ce contexte, les incitations publiques, notamment en Union européenne, qu'elles soient fiscales ou réglementaires, restent insuffisantes pour combler l'écart, en tout cas à court terme. Le deuxième effet, c'est ce que j'appelle le dilemme du premier entrant. Les acteurs hésitent à s'engager sur des off-take, car ils anticipent une baisse future des coûts, et donc signeraient des contrats à un prix élevé par rapport à ce qui sera négocié plus tard. Or, dans tout ce qui est hydrogène, on fixe le coût pour 30 ans. Résultat, chacun attend que l'autre se positionne d'abord. Mais pour que les coûts commencent à baisser,
Il faut justement que le premier se lance. Comment fait-on? Voici un début de proposition, en tout cas. Dans ce contexte, la clé, c'est d'initier une dynamique au Maroc en se lançant sur des segments qui peuvent capter un green premium. Un green premium, pour savoir où est-ce qu'on va le trouver, il faut répondre à 5 questions. Tout d'abord, est-ce qu'il y a une pression réglementaire pour favoriser l'usage? Existe-t-il un système de tarification carbone suffisamment incitatif? Les investisseurs imposent-ils des exigences de décarbonation? François, peut-être. Peut-on anticiper une situation de déficit sur l'offre de ce produit? Le produit a-t-il un impact significatif sur l'empreinte carbone du produit final? En combinant la réponse à ces 5 questions, nous avons fait l'exercice, et donc voilà ce que ça donne. Certains produits se démarquent assez clairement par leur potentiel à capter un green premium d'ici 5 ans. Parmi eux, le Sustainable Aviation Fuel, le e-méthanol, en particulier à l'usage maritime, l'acier vert, DRI pour Direct Reduction Iron, ou encore l'aluminium vert. Mais pour concrétiser pleinement cette opportunité, il est indispensable de travailler sur une compatibilité réglementaire pour sécuriser des débouchés. En particulier, il faudrait que du SAF produit au Maroc soit reconnu dans le cadre du système de taxe carbone ETS de l'Union européenne. Ce n'est pas encore le cas. Comment va-t-on faire? En résumé, chers amis, pour réussir à positionner la chimie marocaine comme un acteur central de la transition énergétique, 3 leviers s'imposent. Tout d'abord, sécuriser la compétitivité en s'appuyant sur des partenariats avec les leaders du marché, de chacun de ces marchés. L'objectif, c'est de s'adosser à leur savoir-faire pour accélérer la montée en puissance en local, des investissements et des compétences, tout en maîtrisant les coûts et la technologie pour structurer un écosystème marocain crédible. Mais cette dynamique ne pourra se structurer et se concrétiser sans un accès au financement. Et donc il faudra mobiliser les institutions financières solides aux côtés des partenaires industriels pour lever les milliards de dollars de ces investissements prometteurs. Deuxièmement, il va falloir débloquer les infrastructures pour passer à l'échelle. Il s'agit d'abord de structurer un écosystème industriel autour de la chimie des batteries, en créant des hubs dédiés, peut-être à Jorflasfar, pour être capable de concentrer les compétences, les flux industriels et les investissements, les technologies et la R&D. Il faut également développer des infrastructures énergétiques de transport qui permettront de connecter les zones de production d'énergie renouvelable du Sud aux zones de transformation industrielle au Nord, là où se trouvent les sources de carbone, si on veut faire du SAF ou du méthanol. Et également travailler à des capacités à transporter de l'hydrogène via des pipelines, peut-être jusqu'à l'Union européenne. Ces projets, ils doivent être portés par des partenariats publics-privés ambitieux pour garantir leur déploiement à l'échelle. Et enfin, troisièmement, on en a beaucoup parlé, il va falloir construire des alliances stratégiques équilibrées. Le Maroc doit capitaliser sur sa capacité à jouer son rôle de pivot stratégique entre l'Orient et l'Occident et s'assurer d'une convergence réglementaire avec ses principaux marchés cibles. Cela passera sûrement par la création d'un système ETS marocain compatible avec celui de l'Union européenne. Mesdames et messieurs, si la transition énergétique est une partie d'échec mondial, alors chaque pays avance ses pions avec stratégie et anticipation. Le Maroc aujourd'hui a quelques coups d'avance et il ne s'agit plus seulement d'avoir de bons atouts, mais de savoir orchestrer ses coups. Sur cet échiquier de la transition, le Maroc a tout ce qu'il faut pour ne pas être un simple pion, mais de devenir une pièce maîtresse du jeu. Merci. Vous avez rappelé les enjeux stratégiques de ces problématiques énergétiques qui positionnent le monde sur des situations parfois conflictuelles, à savoir les enjeux géopolitiques. Parce qu'effectivement, quand on parle d'énergie, de souveraineté énergétique, on est aussi dans cette logique de confrontation géopolitique. C'est pour ça que vous avez les grandes puissances aller se positionner justement sur ce sujet-là. Et vous avez parlé
des possibilités marocaines à travers 4 leviers et surtout comment donc les opérationnaliser à travers des partenariats stratégiques, des problématiques de financement et de création d'écosystèmes. Vous nous avez mis sincèrement donc en appétence par rapport à ce qui va suivre, donc à savoir les solutions des batteries. Et vous savez qu'avec nous, nous avons aujourd'hui Rachid Yazami qui devient pratiquement une mascotte de ce forum international de la chimie. Mesdames et messieurs, je vais vous épargner tout son parcours scientifique, naissance, AFES, etc. Je voudrais juste m'attarder sur sa concentration sur les recherches, sur la sécurité et la rapidité des charges batteries. En 2024, Rachid a obtenu des brevets en Chine, au Japon, pour une technologie révolutionnaire qui permet de charger une batterie lithium en 5 à 15 minutes, c'est bien cela. Et en 2025, c'est encore récent, un nouveau brevet lui est accordé aux États-Unis pour un système de détection précoce des courts-circuits dans les batteries, réduisant de 30% les risques d'explosion. Bravo. Je voulais juste, avant de vous céder la parole, rappeler quelqu'un que vous connaissez, Pierre-Gilles de Gênes, que vous connaissez très bien, parce que je me suis documenté sur vous, qui disait « La chimie, c'est l'art de préparer des surprises. Préparez-nous des surprises pour ce forum-là. » Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour l'introduction. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président, honorable assistance, merci beaucoup d'être resté si tard parce que après, je ne vais pas vous énerver, vous allez avoir faim, donc je vais être obligé de raccourcir au plus possible mon intervention. Alors effectivement, je suis arrivé, je m'en excuse, je présente mes excuses d'être arrivé avec un peu de retard parce que j'étais pris par un journaliste qui a entendu une rumeur comme quoi il y a un scoop. Et ça, ils aiment bien les scoops, les journalistes. Il m'a dit, c'est quoi votre scoop, monsieur Yazami? Justement, je réponds à votre question. Effectivement, nous avons réussi pour la première fois depuis maintenant même pas deux semaines à charger une batterie pour une voiture électrique, donc un pack de batterie pour une voiture électrique à Fès, en moins de 30 minutes, alors que cette batterie-là, normalement, d'après le constructeur, demandait plus de 4 heures. Donc on est arrivé à charger au moins 8 fois plus vite. Voilà. Et donc c'est une activité encore en cours. Je pense qu'on pourra descendre en dessous de 20 minutes, peut-être 15, peut-être 10, on verra, en fonction de comment la batterie va se comporter. Mais en tout cas, on y est. Donc, c'est une batterie fabriquée au Maroc avec des technologies développées par votre serviteur de charge ultra rapide et qui marche très très bien. Et donc, on espère qu'un jour, cela bénéficiera à l'industrie marocaine, en même temps les voitures électriques, les batteries, etc. Voilà, donc ça c'est étant dit, je veux aujourd'hui essayer de vous brosser un peu le statut et les perspectives des batteries au lithium. Alors très rapidement, tout le monde sait ce que c'est une batterie au lithium, j'imagine, dans cette salle, mais pour ceux qui ne sont pas très familiarisés, disons qu'il y a 3 composants essentiels dans une batterie au lithium. Vous avez l'anode, qui est le pôle négatif de la batterie, qui est à base de graphite. Vous avez la cathode, qui est le pôle positif, qui est à base soit d'un oxyde, je vous montrerai quel type d'oxyde, soit au phosphate. Et entre les deux, il y a un électrolyte, c'est-à-dire un système qui permet de transférer les ions lithium depuis le plus et le moins de la batterie, selon que vous soyez en train de charger ou de décharger. Voilà, donc c'est 3 essentiels. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y avait la concordance de 2 choses. D'abord, la présentation du représentant de l'OCP qui nous a parlé du fluor, d'accord, et ces jeunes Marocains qui ont gagné aux Olympiades de la chimie. Et moi, je dis aux gens de l'OCP, amenez-les, incitez-les à fabriquer au moins un produit qui est le plus cher dans la batterie, c'est le sel de lithium qu'il y a dans l'électrolyte, et qu'il est à base de lithium, de phosphore et de fluor. Donc on a le phosphore, on a le fluor, et il suffit de amener des compétences marocaines qui existent déjà, les inciter à ce que, et je suis sûr que d'ici 1 an, au même congrès, il y aura une annonce, il y a du LiPF6, donc l'hexafluorophosphate de lithium, fabriqué au Maroc,
qui n'a jamais été fabriqué alors qu'on a tous les ingrédients. Voilà, on a les cerveaux, on a la matière première, etc. Donc, c'est un message amical à l'OCP, essayez de faire ça. Il y a aussi un autre projet sur lequel j'avais travaillé quand j'étais en Californie, puisqu'il parlait du fluor, la batterie à base de fluor, dans laquelle j'ai remplacé le lithium par le fluor. Donc, au lieu que ce soit des cations qui se baladent entre l'anode et la cathode, ça va être des anions. L'anion le plus petit de la nature, c'est F-. Et donc, j'ai développé et aussi pris un breveté, j'ai breveté une batterie à base de fluor. Et ça aussi, ça peut être intéressant de lancer des activités à l'université Mohamed VI Polytechnique de Ben Grir ou de Rabat pour développer cette batterie-là. Voilà, donc cette batterie fonctionne de la façon très simple, c'est que lors de la charge, au départ, la batterie, quand elle sort de l'usine, elle est à l'état déchargé. Donc il faut charger, et quand on charge, on transfère des ions lithium depuis la cathode, le pôle plus, vers l'anode à travers l'électrolyte. Donc côté cathode, c'est une oxydation, on enlève le lithium et on enlève des électrons, donc c'est une perte d'électrons, c'est une oxydation. Et côté anode, le lithium rentre dans le graphite, c'est une réduction. Voilà, donc c'est de l'électrochimie pure et simple d'une réaction redox côté cathode, côté anode. Et quand on décharge la batterie, quand vous utilisez la batterie dans votre téléphone portable, eh bien, le lithium va aller depuis l'anode en graphite jusqu'à la cathode. Et vous pouvez faire ces cycles-là pendant des centaines, si ce n'est pas des milliers de fois, parce que et le graphite et le côté positif sont des matériaux très stables. Donc le fait de changer la quantité de lithium contenue dans l'anode et dans la cathode n'affecte pas beaucoup, enfin d'une façon, disons, dramatique, la structure des matériaux. Voilà. Donc ça, c'est les trois éléments. Ça, c'est un schéma d'une batterie cylindrique qui est utilisée, bien sûr, dans beaucoup de systèmes, en particulier les voitures électriques de Tesla utilisent ce type de batterie-là, cylindrique. Et donc, vous avez les composants, en plus de l'anode, la cathode, du séparateur qui est entre l'anode et la cathode, vous avez en haut les systèmes de sécurité, en particulier le 20 disques. Alors, je ne sais pas si... donc, ce qu'il y a à droite, là, 20 disques, c'est un système qui, si la pression augmente à l'intérieur de la cellule, ça permet effectivement de faire échapper le gaz qui peut se former. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le Positive Temperature Coefficient, PTC, device, qui va arrêter toute la batterie si la température dépasse une certaine valeur. Donc ça, c'est des systèmes de sécurité, en plus du fait que le séparateur lui-même, qui est microporeux, au-delà d'une certaine température, les micropores vont se fermer. Donc le lithium ne peut plus passer et donc ça s'arrête. Donc il y a beaucoup de niveaux de sécurité parce que cette batterie-là, par définition, c'est un système qui stocke une grosse quantité d'énergie dans un petit poids ou dans un petit volume. Tant qu'on l'utilise d'une façon pacifique, il n'y a strictement aucun problème. C'est le cas de, disons, de 0,1 ppm. Donc une batterie sur 10 millions a un risque de prendre feu. Donc on est quand même dans un système très très sûr. Mais malgré ça, il faut quand même augmenter justement la sécurité des batteries par des méthodes dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors bon, le graphite, bon, c'est pour ça que je suis un peu connu. Donc, c'est une matière, disons, très simple. C'est ce qui est utilisé dans les crayons billes, donc qu'on utilise régulièrement. C'est ce qui est écrit en noir. C'est un matériau naturel ou artificiel. Donc, pratiquement dans les batteries commerciales, vous avez presque 50% de graphite naturel et 50% de graphite artificiel, donc synthétique graphite. Et donc, c'est grâce à l'utilisation de ce graphite-là que les batteries sont devenues rechargeables. Voilà, parce qu'avant, on utilisait le lithium métallique comme anode, comme électrode négative, sauf que le lithium métallique n'a pas les qualités de sécurité qu'a le graphite. Donc ça, cette invention, je reviens en arrière, c'est pas possible. Donc, cette invention a été réalisée en 1979. C'était ma première année de thèse à Grenoble. Et la même année, mon collègue feu, professeur John Godinoff, donc à Oxford, a développé le LCO, lithium cobalt oxide, la cathode. Et dans la même année, on ne se connaissait pas. On aurait pu avoir une batterie lithium-ion européenne, puisque j'étais à Grenoble, lui était à Oxford, mais ça ne s'est pas fait malheureusement.
Et donc, il a fallu attendre 1991 pour que Sony commercialise la première batterie lithium-ion rechargeable. Et quelques années plus tard, donc en 1996, le même John Godinoff a développé la cathode LFP. Donc c'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel, il aurait pu l'avoir 2 fois. Et donc il nous a quittés il y a 2 années à l'âge de 101 ans pratiquement. Voilà. Donc j'espère moi-même pouvoir avoir son espérance de vie, parce que jusqu'à pratiquement 99 ans, il allait chaque matin à 7 heures à son bureau, il avait des thésards, etc. C'était un esprit brillant, exceptionnel. Alors, je ne peux pas parler de l'invention de la batterie au lithium sans citer les 2 autres inventeurs, enfin ceux qui ont développé. À gauche, c'est Dr Yoshino, qui a aussi prix Nobel, qui a été le premier à avoir réalisé le premier prototype de batterie lithium-ion, disons avec une grande sécurité. Et à gauche de John Godinoff, à ma droite, entre nous deux, Monsieur Nishi, qui était donc le directeur des programmes lithium-ion de Sony et qui a été le premier à avoir commercialisé cette batterie-là. Et parmi nous 4, c'est Nishi qui a pris le plus grand risque, parce que 2 années avant, une autre compagnie canadienne avait lancé une batterie rechargeable au lithium qui a eu la mauvaise idée de prendre feu, donc ça a été arrêté et la compagnie avait coulé complètement. Donc Nishi, qui est un ami, a été le premier vraiment à commercialiser cette batterie. Et d'ailleurs, il m'a fait l'honneur, ça c'est un peu anecdotique, j'ai été invité au centre de recherche Yokohama de Sony, et donc on a eu des réunions, etc. Et au bout de remerciements, etc., il m'a dit: Monsieur Dr Yazami, vous êtes le premier à apprendre la nouvelle, japonais ou pas japonais, vous êtes le premier scientifique à apprendre en dehors de Sony. Eh bien, dans 2 mois, c'était en juillet 1990, dans 2 mois, c'est-à-dire en septembre 1990, nous allons commercialiser la batterie lithium-ion et elle contiendra votre anode. Je dis merci de me le dire, ça m'a fait plaisir, mais comme nous, on n'a pas malheureusement pris de brevet sur l'anode en graphite, donc ils pouvaient l'utiliser gratuitement. Voilà, alors les oxydes. Donc le côté cathode, vous avez donc l'oxyde, qui sont des oxydes lamellaires, c'est-à-dire que vous avez le métal de transition TM qui est entre 2 couches d'oxygène et c'est séparé par un espace dit de Van der Waals dans lequel se niche le lithium. Donc le lithium bouge entre les couches vertes, bleues et vertes de cette représentation. Voilà, et donc le métal, il est coordonné, coordination octaédrique, dans un octaèdre d'oxygène. Donc la famille des oxydes, il y a le LCO, lithium cobalt oxide, qui est vraiment le premier oxyde à avoir été développé et utilisé dans les batteries au lithium, et après d'autres oxydes de la même famille, nickel, cobalt, aluminium, le NCA, et le NMC qui est maintenant l'oxyde vedette le plus utilisé. Donc la même chose, c'est la même structure, sauf que le métal de transition, c'est un mélange il y a plusieurs éléments, le nickel, le manganèse et le cobalt. Et le NMC, le plus populaire actuellement, contient environ 80% de nickel, 10% de manganèse et 10% de cobalt. Voilà, donc c'est celui qui est le plus utilisé, et en particulier dans les batteries dites à haute densité d'énergie. Le phosphate, structure un peu différente, voilà, orthorhombique. Donc LFP, lithium iron phosphate, c'est le plus populaire. Et on a essayé de substituer une partie du fer par le manganèse pour augmenter la densité d'énergie, mais ça n'a pas pris, ça n'a pas beaucoup pris. Donc actuellement, le LFP, c'est vraiment la cathode la plus populaire, la plus utilisée, et en particulier par Gotion et d'autres BYD, etc., en Chine. Alors, comment se répartit le marché? Donc, déjà, il faut retenir un chiffre, c'est que l'augmentation, la progression du marché est de 27% chaque année, crise ou pas crise, donc c'est énorme, d'accord? Donc, on va atteindre les 4,7 TWh, on ne parle plus de gigawattheures, maintenant c'est TWh en 2030, c'est énorme, d'accord? Vous multipliez ça par environ $150 le kilowattheure et vous arrivez à 700 milliards de dollars d'ici 2030 environ. Donc ça vous donne un ordre de grandeur.
D'accord ? Donc, la répartition géographique en 2025, cette année, pratiquement 50-55%, c'est la Chine. En 2022, c'était 60%, donc la part de la Chine diminue, mais le volume augmente, donc il y a quand même plus de production. Et en 2030, on a une répartition peut-être de 40% pour la Chine et 60% pour l'Europe, les États-Unis et le reste du monde, dans lequel s'inscrit le Maroc, évidemment. Voilà. Donc, après, par secteur d'application, donc, si on va directement à 2030, vous voyez que la mobilité, c'est la partie bleue. Donc, c'est l'électromobilité, c'est les voitures électriques qui vont prendre au moins à peu près entre 80 et 85% du marché mondial. Le reste, c'est le stockage de l'énergie, énergie propre, énergie solaire, etc. Et le reste, le dernier, peut-être quelques pourcents, c'est le téléphone portable, les ordinateurs portables. Alors qu'en 1991, c'était que les téléphones portables, l'électronique qui comprenait les 100% du marché. Donc il y a eu une évolution. Et comme on va justement vers cette transition énergétique, vers l'électromobilité, eh bien, il y a un effort énorme sur les batteries au lithium pour répondre aux besoins de cette transition un peu partout dans le monde, et en particulier au Maroc, parce qu'on a deux acteurs très très grands industriels au Maroc qui sont donc Renault à Tanger et Stellantis à Kenitra, qui fabriquent, commercialisent très bientôt des voitures électriques qui vont soit pour le marché marocain, mais essentiellement pour l'export. Alors, le classement en 2024 que j'avais montré l'année dernière des grandes sociétés chinoises qui fabriquent les batteries au lithium, c'est CATL, que j'ai visité une fois, j'ai eu le plaisir de visiter, BYD, qui est très connu maintenant au Maroc grâce à ses voitures électriques, d'accord, CALB, donc un autre, EV, et puis Gotion. Gotion était 5e l'année dernière, et cette année, il est monté à la 4e position. Donc, c'est monté en même temps que Sanoda. Donc, tout ça, il y a une compétition, effectivement, mais quand vous regardez la colonne, la 3e colonne, les gigawattheures produits en avril, donc avril cette année 2025, c'est de 21,2 gigawattheures, qui est supérieur à la pour commercialiser, disons, relativiser les choses, à la Gigafactory de Kenitra. D'accord, c'est ce que produisent CATL en un mois. Okay, et ça augmente de 27%, comme j'ai dit. Voilà. Alors, maintenant, la répartition des méthodes... Déjà, bon, quand on parle aux batteries, on la caractérise par la cathode, parce que la nôtre, par définition, c'est le graphite. Donc, il n'y en a pas d'autre. C'est comme si on dit une omelette de champignons, mais on sait qu'il y a des œufs. On ne dit jamais une omelette avec des œufs. Donc, c'est par définition. Donc, on définit les batteries au lithium par leur cathode. Et donc, vous avez LCO. Bon, malheureusement, vous voyez, il est en bas, là-bas, il est en train de disparaître. Désolé pour ménager, mais enfin, il y a d'autres applications du cobalt, hein, bien sûr. NMC, bien sûr, dans lequel il y a du cobalt, et effectivement, il représente presque 50%, et LFP qui est en augmentation relative très très importante et qui va dominer, disons, le marché, sauf si on arrive à implémenter la technologie de charge très rapide que je vous expliquais. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait nous? On est toujours très curieux. On a pris des batteries NMC commerciales. Donc, vous avez la 30T, la 40T et puis la 50E, c'est des batteries de Samsung, c'est des batteries cylindriques qu'on peut acheter dans le commerce. Et la batterie LFP qui est fabriquée par A123, qui est donc une société chinoise et qui est une batterie, disons, cylindrique aussi, à peu près le même ordre de grandeur de l'énergie. Et on les a chargés à 100%, puis déchargés à des vitesses de plus en plus élevées. Donc, l'axe des X ici, c'est la densité de puissance, c'est-à-dire la vitesse de charge, de décharge de la batterie, et l'axe des Y, c'est l'énergie qu'on peut retirer de la batterie. Regardez la différence entre la batterie NMC et la batterie LFP. 50%.
il y a 50% plus d'énergie dans NMC que dans LFP. Attention, maintenant cette batterie-là qui est verte, c'est celle qui a la plus faible énergie. C'est une batterie Samsung de puissance, mais par contre les autres, la 40 et la 50, 80% de différence. Alors faites très attention, c'est très important. On se lance tous sur LFP, mais tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Si vous voulez faire un trajet Tanger-Marrakech avec une voiture électrique, avec du LFP, BYD ne le fera jamais. Ça, je vous le dis d'avance, d'accord? Donc, il faut faire très attention parce que l'axe des Y, c'est la distance que vous pouvez parcourir avec une voiture pleine, d'accord? Maintenant, on a fait quelque chose d'innovant. C'est au lieu de charger la batterie à un temps très long, c'est-à-dire en 10 heures, et la décharger de plus en plus vite, on a pris des batteries, on les a chargées de plus en plus vite pour savoir quelle distance elles vont parcourir. J'ai une voiture, j'ai 5 minutes. En 5 minutes, combien de kilomètres vous allez me donner? C'est la réponse à cette question-là. Et on l'a fait ici, c'est ce qu'on appelle maintenant reverse Ragone plot. On vient de publier cet article-là. Et donc, vous voyez par exemple, la batterie à base de phosphate, on peut la charger en 6 minutes, c'est vrai. Mais par contre, la quantité d'énergie qu'elle nous donne, c'est de 100 Wh par kilo. D'accord? Maintenant, si vous regardez la batterie verte, donc celle la 30, on peut la charger en 10 minutes, on peut même la charger en moins de 10 minutes. On a fait déjà 6 minutes, mais la quantité d'énergie, encore une fois, elle est 60% de plus. Donc, si j'ai un temps limité pour charger ma batterie, entre 5 à 10 minutes, eh bien, je vais faire 60% plus de kilomètres avec une batterie NMC qu'avec une batterie LFP. Ces batteries-là, bien sûr, parce que Gauthier va me dire qu'ils ont des batteries qui sont meilleures, peut-être. S'ils le veulent, ils me les donnent, moi je les teste et je publie. C'est Rachid, j'ai juste l'amabilité de vous rappeler qu'on a en 5 minutes, très bien. Pour des raisons logistiques. Je vais essayer de conclure. Donc, par rapport à la batterie 40, 100%. Donc, vous doublez la distance de parcours. Alors, les innovations que nous faisons, ça c'est quand même très important. On s'adresse aux questions qu'on se pose actuellement par rapport à l'évolution des batteries au lithium. D'abord, la sécurité, bien sûr, ça, on ne peut pas compromettre la sécurité des batteries. La durée de charge, la durée, la distance parcourue dont je viens de vous parler et la durée de vie de la batterie. Tout ça, c'est très, très important dans le calcul. Donc, ce qu'on a développé, ça, c'est vraiment presque un miracle scientifique, une méthode qu'on appelle la non-linéaire voltammétrie résout tous ces problèmes-là. C'est comme une clé qui ouvre 4 ou 5 serrures. Donc, pour la sécurité, bon, bien sûr, on peut charger les batteries en 10 minutes. Tout ça, c'est des solutions qui sont existantes, on les a fait. On peut étendre la durée de vie par un facteur 3, par 3. Et, très important, une batterie, la même batterie, je peux en extraire 10% plus de jus que ce que le fabricant dit, grâce à la NLV. Alors, juste, on revient aux 4,7 TWh. Si j'augmente de 5%, d'accord, les 700 milliards, 5%, ça fait 35 milliards de dollars. Cette technologie-là, potentiellement, vaut 37 milliards de dollars. Et les gens qui sont là, ceux qui s'y intéressent, développons-la au Maroc. D'accord? Ça, c'est une source. On n'a pas besoin d'aller chercher des investisseurs. On l'a et on peut augmenter l'énergie stockée dans une batterie par au moins 5%. Alors ça, c'est la NLV, juste rapidement. On l'a fait sur des batteries LFP, par exemple, là, en 6 minutes. La température ne dépasse jamais 50 degrés. Puis on les a faites sur des systèmes en série, en parallèle, ça marche très très bien. Et puis le scoop que je vous ai donné, dit tout à l'heure, c'est des packs de batteries avec des batteries en série, plusieurs batteries en série, une tension très élevée, donc on a réussi à les charger en moins de 20 minutes. Alors l'augmentation, ça c'est juste pour vous dire, à droite, vous voyez l'augmentation qu'on a faite pour une batterie qui au départ avait 36 ampères-heure, on l'a augmenté de 5,5%, de 8,3%, de 11%, et après de 25%, mais alors là, la batterie est morte. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, j'ai pour dire qu'il y a une limite. Voilà. Alors, la durée de vie, nos partenaires industriels nous ont dit, si vous arrivez à 500 cycles, ça serait très, très bien. Eh bien, on est arrivé à 1300, même 1300 cycles, et on a arrêté parce qu'ils ont dit, arrêtez, c'est bon. Voilà, donc cette méthode de charge
est une méthode qui permet effectivement d'augmenter la durée de vie. Ça, c'est pour la partie détection, le dernier brevet dont vous avez parlé aux États-Unis, de la détection d'un court-circuit interne dans une batterie. Personne au monde ne sait résoudre ce problème. Personne. D'accord ? Et moi, je le compare pour la médecine, les cardiologues. Si la membrane qui sépare le ventricule gauche et droite a une petite fuite, c'est la fin des haricots, vous le savez. Et donc, la médecine arrive quand même à détecter quand il y a une fuite entre les deux ventricules. Dans la batterie, entre le pôle plus et le pôle moins, s'il y a un micro-court-circuit, on ne sait pas détecter et on n'y arrive pas, cette méthode-là, à base d'entropie. Voilà, donc, mon ami, le professeur c'est Mohamed Aziz El-Helou, qui est le président de l'université privée de Fès, et son fils, le bâtiment qui est derrière, son fils est architecte, donc c'est lui qui l'a construit. Donc c'est le centre d'excellence sur les batteries qui se trouve à l'université privée de Fès, et c'est là-dedans, au 3e étage, c'est Mohamed, au 2e étage, qu'on a fait le test de la batterie, de batterie de voiture électrique. Merci beaucoup, c'est Rachid. Voilà. C'est rare que vous trompiez, vous êtes trompé d'un étage, c'est pas grave, c'est pas grave parce que allez, conclusion, je vous avez eu du succès. Merci beaucoup parce que vous transformez la chimie en poésie, on vous écoute avec beaucoup d'intérêt et on aura l'occasion de vous revoir demain parce que vous serez avec nous dans un panel sur le capital humain et la formation. Je tiens à remercier François, Émile et Rachid. Merci beaucoup de vos précisions, des éclaircissements que vous nous avez apportés. Merci encore à la Fédération de nous réunir autour de sujets passionnants et très profonds, d'ailleurs, qui nous permettent de nous informer, de nous enrichir. Merci à vous, mesdames et messieurs, et je vais vous souhaiter un excellent déjeuner. Ça va se passer à l'étage juste en dessous, et à tout à l'heure. Donc, on repartira avec les panels à 14h exactement. Merci beaucoup.